Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une question assez directe soulevée par une analyse vidéo. Pourquoi les armées des pays arabes semblent historiquement en difficulté face aux armées occidentales en combat conventionnel? La source cite même une date clé, 1187, Saladin, la dernière grande victoire décisive. Ça fait réfléchir quand même. Notre but ici, c'est vraiment de décortiquer un peu les facteurs avancés dans cette analyse, facteurs culturels, structurels, essayer de comprendre la dynamique, sans jugement, mais pour avoir une perspective un peu plus claire. On va parler confiance, hiérarchie, culture, c'est parti. Pour commencer, l'analyse fait un rappel historique intéressant. L'âge d'or islamique, 8e, 13e siècle, une période où le monde arabe était une puissance scientifique, militaire majeure. Qu'est-ce qui s'est passé après selon cette source? Effectivement, il y a eu cet âge d'or, puis euh, un déclin relatif après le XIIIe siècle qui coïncide avec l'essor occidental. Mais l'analyse se concentre surtout sur le présent et elle pointe un défi majeur. La confiance, la loyauté. Elle suggère que parfois, les loyautés tribales ou religieuses peuvent primer sur l'identité nationale. Une identité nationale qui est parfois plus récente, moins ancrée. Ah oui, cette histoire de loyauté multiple. Exactement. Et ça engendre une méfiance, y compris au sommet. Les dirigeants peuvent craindre les coups d'État, parfois venant de leur propre rang militaire. Du coup, tendance à diviser pour régner, créer des rivalités internes, entre services, entre unités. Une sorte de contre-pouvoir interne, mais qui nuit à l'efficacité globale, j'imagine. Voilà. Ça mène à une culture du secret, parfois excessive. L'information ne circule pas bien, même entre alliés supposés. Certains techniciens, par exemple, garderaient leur savoir-faire jalousement, histoire de rester indispensables. Tout ça, ça bloque la coopération, la flexibilité. C'est assez parlant comme description. Et cette méfiance, comment elle se traduit dans l'organisation militaire elle-même? La source parle d'une centralisation forte. Oui, c'est un point clé de l'analyse. Une centralisation extrême. Les ordres viennent de très haut. Très peu de place pour l'initiative locale au niveau du terrain. L'analyse utilise une image forte. Un sergent américain aurait parfois plus d'autonomie qu'un colonel dans certaines de ses armées. Ah oui, quand même? Et puis, il y a ce fossé, souvent décrit, entre les officiers et les hommes du rang, avec un manque de sous-officiers expérimentés issus de la troupe pour faire le lien. Ces fameux NCOs, si importants dans les armées occidentales. D'accord. Et ce fonctionnement très rigide, il serait lié à des aspects culturels plus larges. L'éducation, par exemple. C'est le lien qui est fait, oui. L'analyse évoque un système éducatif qui, dans certains cas, valoriserait plus la mémorisation par cœur que l'esprit critique. Et ça se retrouverait dans l'armée. On valorise la conformité, le respect strict des ordres. L'initiative individuelle, elle, serait plutôt découragée. Un peu l'idée du clou qui dépasse se fait marteler. Hmm. Et ça expliquerait aussi cette histoire de perdre la face. Exactement. La peur de l'échec, de l'erreur, qui pousserait à masquer les problèmes plutôt qu'à les analyser pour apprendre. L'analyse cite un exemple à Gaza, une faille de sécurité qui aurait été niée en haut lieu, justement pour ne pas admettre un problème ouvertement. C'est clair que pour progresser, c'est compliqué si on ne reconnaît pas les erreurs. La source aborde aussi un point délicat, né, le rôle de l'islam. Comment elle en parle? Alors, avec beaucoup de prudence, elle souligne que c'est indissociable de la culture après 1400 ans, évidemment. Mais elle évoque le concept de fatalisme, parfois associé à l'expression Inch'Allah, si Dieu le veut. L'idée, ce n'est pas de critiquer la foi, mais de dire que cette perspective pourrait potentiellement freiner un peu l'initiative individuelle ou la planification très poussée. Bon, le fatalisme, ce n'est pas exclusif à l'islam, bien sûr. Mais l'exemple donné est celui de soldats irakiens tirant un peu au hasard. En se disant que Dieu guidera les balles. C'est l'observation qui est rapportée, oui. Ça illustre une certaine attitude face à l'action et à la planification. L'autre point, c'est l'absence fréquente d'une séparation nette entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux, contrairement à certains modèles occidentaux avec leur contre-pouvoir bien établi. L'analyse suggère que quand une seule autorité domine, sans contrepoids fort, la remise en question, le débat, le progrès peuvent être plus difficiles. L'autorité est moins contestable. D'accord. Donc, si on résume ce que propose cette analyse vidéo, on a un tableau assez complexe. Il y aurait l'héritage historique post-âge d'or, ces problèmes de confiance, de loyauté interne. Mhm, Des structures militaires très rigides, très centralisées, c'est ça. liées à des normes éducatives, culturelles, la peur de perdre la face. Et l'influence de cette imbrication politico-religieuse. Effectivement.
C'est l'ensemble de ces facteurs qui est mis en avant pour expliquer les difficultés militaires observées. C'est une grille de lecture, en tout cas. Tout à fait. Et ça ouvre une question intéressante pour finir. Si ces dynamiques culturelles, structurelles, ont l'impact suggéré sur le militaire, quel pourrait être leur impact sur d'autres domaines? L'innovation scientifique, par exemple. Le développement industriel hors pétrole. La diversification économique. Une réflexion qui dépasse le cadre militaire, effectivement. De quoi continuer à creuser. Exactement. Ça interroge sur les moteurs du développement au sens large dans ces régions.